On entend. On est parti, il y a 56 personnes déjà à mettre tout le monde. Faut passer en plein air. C'est pas ça que je veux faire. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir avec Justine de vous accueillir donc, pour ce petit échange donc, avec tous nos amis de la revue des Vins de France et puis tous les élèves sommeliers. Voilà. Donc, on a un petit peu plus de 310 personnes inscrites ce soir, donc c'est sympa. On voit que les grands domaines de la Côte de Beaune font recette. Ça provoque encore beaucoup de vibrations et d'émotions, donc ça c'est quand même chouette. Ça suscite l'intérêt. Oui. Voilà. Et donc on va peut-être, alors vous êtes connus et archi connus, mais c'est peut-être bien de reposer quand même, de reposer le cadre et de peut-être de représenter le domaine, les cuvées, la philosophie, et puis le passé, le présent, et puis ce qui se prépare aussi dans le temps à venir. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. Jean-Marc. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Ok. Bon, alors bonsoir à tous. Je ne sais pas combien on est, mais bonsoir à tous. Donc, je suis content de vous retrouver là et je vais vous parler un petit peu, vous présenter le domaine Rouleau. Donc, c'est un domaine familial. Ma sœur et moi, on est la 6e génération. J'ai mon fils aîné, là, il est la 7e génération. J'ai 2 fils. J'ai un fils qui s'apprête à reprendre aussi. Et donc, pour nous, la 6e génération, mais c'est surtout nos parents qui ont constitué le domaine dans les années 50-60. Avant, on était vigneron, mais il y avait aussi une activité de distillateur. C'est-à-dire que moi, j'ai remonté un petit peu l'arbre généalogique où on voit des rouleaux distillateurs, puis distillateur-vigneron. Après, ça bascule vigneron-distillateur. Mais c'était en tout cas une activité importante dans l'histoire de la famille et ça continue à l'être. Et si on a le temps, j'aimerais bien en dire un petit mot tout à l'heure, mais on ne va pas commencer par ça. Voilà. Et surtout que les eaux de vie sont bonnes. Donc on essaye, oui. Puis c'est une vraie histoire familiale, c'est une passion. La machine, on l'a depuis 1860. Voilà. Enfin, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des projets autour de ça. Donc, mes parents avaient monté le domaine à 14 hectares et le domaine Rouleau, c'était principalement, il y avait une grosse cuvée de Bourgogne blanc et puis il y avait des Meursault Village avec un peu de rouge, les Auxerre rouges et Montely rouges. C'était ça pendant longtemps. Et ce qui a fait un petit peu connaître le domaine, c'est que mes parents aimaient leur métier, mon père aimait son village, etc. Et il a voulu séparer ces lieux-dits en village, les vinifier séparément. Il n'y avait pas tellement de domaines qui faisaient ça. J'ai envie de citer Bernard Michelot, Pierre Mattereau, avec qui ont été parmi les premiers à faire ça. Dominique n'avait pas ce problème-là puisqu'il n'avait que des premiers crus. Donc, mais voilà, donc il n'y avait pas de premier cru à l'époque au domaine et il a épluché un peu quelle différence il y avait entre un Meursault-Mécharoux, Vireuil, Tesson, tout ça. On était plutôt dans la partie nord de la commune, en limite avec Auxerre-du-Rest, on l'est toujours d'ailleurs. Et voilà, l'identité du domaine, elle s'est faite autour de cette déclinaison des lieux-dits, d'un style qui était assez, pas trop marqué, je veux dire pas trop… Il fallait trouver un équilibre entre tous les paramètres du vin, parce que si on séparait les cuvées, c'était quand même aussi bien que ça se retrouve dans le verre. Donc, il faut, pour moi, pour avoir cette lecture-là, il faut avoir un style assez élégant, assez délicat, où il n'y a pas un paramètre du vin qui dépasse par rapport aux autres, quoi. Et le style du domaine, c'est un peu construit autour de ça. Voilà. Et après, les premiers crus sont arrivés, Perrières en 76, Achat, les Charmes à peu près à la même époque. Et après, les Bouchères, j'ai acheté un petit bout de Bouchères en 96 et des Port-Ruzeau en 2003. Et puis après, il y a eu un domaine à Meursault qui était à vendre, avec l'aide d'investisseurs, on s'est partagé le domaine, c'était le domaine Manuel. Et avec donc le domaine Lafon, on a partagé les vignes du domaine Manuel. Et c'était en 2011. Et à ce moment-là, nous, en domaine Rouleau, on a pris
l'exploitation du Clos des Bouchères, qui est une très jolie parcelle, qui est grosse. Donc, c'est surtout, enfin, je dis ça parce que c'est rare en Bourgogne d'avoir des parcelles de cette taille-là, 1,40 hectare, et c'est très agréable à travailler, quoi, parce qu'on peut faire des choses dans des parcelles de cette taille-là qui sont plus difficiles que quand on a quelques ouvrées perdus au milieu d'autres. Et où les bouchères? Pardon? Elles sont situées où, les bouchères? Les Bouchères, c'est coincé entre les Gouttes d'Or et les Port-Ruzeau. D'accord. Voilà. À Mikoto, c'est très bien placé. C'est pas très connu parce que le lieu-dit est pas très grand. Je pense que ça doit faire 4-5 hectares en tout. Et à l'intérieur de ce lieu-dit, il y a un clos d'1 hectare 37,70 exactement. Voilà, qu'on exploite depuis 2011. Et donc, voilà, à la date d'aujourd'hui, donc j'ai oublié de citer les aligotés. À la date d'aujourd'hui, le domaine, on est à 16 hectares. On fait 17 appellations sur 7 hectares. C'est 90%, ce sont des blancs. Donc, aligoté, Bourgogne blanc. Il y a un gros parcellaire en Bourgogne blanc. C'est des Bourgognes blancs qui sont bien placés, qui sont toujours en limite d'appellation Meursault. On fait le même travail dans la vigne et dans la cave. Après, on a 7, je vous ai parlé de la déclinaison des Meursault villages. Il y a 7, on décline 7 Meursault villages différents et 4 premiers crus. Un Océ blanc, un Montely blanc, un Océ rouge, un Montely rouge. Voilà. Voilà. Voilà en gros le domaine. Voilà, Dominique, je te laisse parler. On va enchaîner sur d'autres sujets après, sûrement. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous aussi. On est ravis de faire cette petite conférence et je suis très content de le faire avec Jean-Marc parce qu'on a une amitié. Aïe. Qui c'est nous? C'est nous, je pense. Bon. On a un tout petit problème de connexion. Je ne sais pas, j'espère que ça continue de votre côté. Bon, on enregistre, on n'enregistre plus. Je continue. Oui, il est arrivé à Meursault avec cette idée comme un collectionneur d'art, c'est-à-dire qu'il a revendu des parcelles peu intéressantes, enfin pour l'époque, hein, parce que je serais content de les avoir quand même, des Bourgognes, des villages en rouge, des choses comme ça. Il a gardé les belles appellations et à l'époque quand même, mon arrière-grand-mère, il y avait des Volnay-Champan, il y avait des Volnay-Clos-des-Chênes, il y avait les Geneuvrières, il y avait déjà un petit bout de charme et il y avait quand même déjà des belles vignes et il a continué, il a acheté des vignes comme un collectionneur. Comme ça. Et ça fait des trucs bizarres là, les gens disparaissent. Je pense que je dois continuer quand même. Donc, il a vraiment constitué ce domaine comme un collectionneur en sachant qu'il n'y travaillait pas. Hein, ils habitaient Dijon. Donc, ils avaient des gens qui faisaient les vignes pour eux en métayage déjà. C'est-à-dire que le système du métayage, c'est des vignerons qui travaillent les vignes et qui, pour leur travail, sont payés par la moitié de la récolte. Donc, on recevait la moitié de la récolte au domaine. Et ce système a perduré le temps de mon arrière-grand-père. Ils lui ont succédé ses 2 fils qui n'ont pas fait grand-chose, en fait. Je leur donne excuse, les 2 ont fait la guerre de 14. Mon grand-père est décédé très jeune. C'est mon grand-oncle qui était un peu aux manettes du domaine, mais il habitait dans le sud de la France. Donc, vous voyez un peu comme ça pouvait être mené. Et puis, il y a un moment clé, c'est mon père, c'est la génération du père de Jean-Marc aussi. Hein. Il est arrivé un moment où mon grand-oncle a dit ça ne rapporte rien. Après avoir vendu les fermes dans le Morvan, les appartements à Dijon et tout le reste, on va vendre le domaine. Et ça, c'était dans les années 50, 55. Mon arrière-grand-mère était encore là. Mais en fait, mon père s'est opposé à cette vente. Et comme il s'y opposait, ils lui ont dit bah, écoute, tu te débrouilles avec le domaine, nous, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas te mettre de l'argent dedans, tu t'en occupes. Et mon père avait un autre métier, mon père était ingénieur. Donc,
Il était parisien. Moi, j'ai vécu ma toute petite enfance à Paris. Je suis arrivé à Meursault, j'avais 7 ans. Et mon père s'est battu pour maintenir ce domaine dans les années 50, à un moment où, franchement, c'était difficile, quoi. C'était difficile d'en vivre, toujours en maintenant ses métayages, en replantant un peu des vignes qui étaient en mauvais état ou même des vignes qui n'étaient pas plantées. À cette époque-là, il faut savoir qu'on avait de la luzerne dans les centenaux. On avait 1 hectare de luzerne dans les centenaux, par exemple. Bon, il y avait quand même, on n'est pas loin derrière la guerre, on est à des moments où économiquement c'est pas génial, et son argent d'ingénieur, en fait, il l'a mis dans le domaine pour le faire fonctionner. C'est intéressant d'avoir ce retour-là, puisque aujourd'hui on est, vous le savez mieux que personne, sur une sorte de spéculation sur les vins, etc. Mais c'est intéressant de se projeter 30, 40, 50 ans en arrière, où le sujet n'était pas le même. Oui, voilà. Et donc mon père a tout doucement mis en bouteille ses vins dans ces années-là. Il vend une partie au négoce encore, et puis il a progressivement augmenté ses volumes qu'il a vendus en bouteille avec un certain succès. Il a travaillé au domaine jusqu'en 82. À l'époque, il nous a remis les rênes au départ avec mon frère et moi, mon frère Bruno et moi, Bruno est resté quelques années. C'était pas glorieux, franchement. On arrivait, il n'y avait pas de rond, il n'y avait pas d'argent, c'était compliqué encore, même si il y avait déjà des amateurs, des gens qui aimaient les vins blancs. On voyait que l'intérêt commençait à poindre pour les grands vins de Meursault. Notre tâche, ça a été d'arrêter ces métayages. C'est un moment important pour le domaine, c'est-à-dire qu'on est allé voir tous les vignerons. Je vais citer quand même un des vignerons parce que c'est une personne importante à Meursault, pour qui j'ai le plus grand respect, c'est Pierre Moret, qui faisait quand même en métayage les Morachais, les Perrières, les Geneuvrières, les Charmes, plus un joli bout de Meursault village. Et puis voilà, moi je suis arrivé dans ces années-là, on a repris des métayages, donc j'avais fait une formation vitiono, mais mon père n'a jamais su me montrer comment on travaillait la vigne, donc je me suis lancé tout seul, on a acheté un tracteur et je suis parti la flamme au fusil dans ce beau métier. Donc j'ai fait rigoler pas mal les gens de Meursault au début, je pense que j'étais un peu un amateur, mais bon, moi j'avais vraiment cette envie-là, cette passion. Je crois que mon intérêt pour ce métier-là a commencé par la vigne, par l'agriculture et la vigne. Et puis après, bon, quand on commence à rentrer dans le vin, c'est passionnant. Mais voilà, donc, et ça fait 40 ans pratiquement, donc je m'occupe du domaine. Je viens d'avoir ma retraite officielle des comptes Lafon au 1er janvier. Et c'est ma fille Léa et mon neveu Pierre, qui est d'ailleurs le fils de Bruno, qui reprennent le domaine avec aujourd'hui mon assistance technique, c'est-à-dire qu'il gère complètement le domaine. Et on fait cet après-midi, on a fait un tour de vigne ensemble, on suit les vins ensemble, et ça, je vais faire un accompagnement, on va voir le temps que ça durera. C'est assez intéressant parce qu'il faut que j'arrive à leur laisser de la place, et puis en même temps, il faut que j'arrive à leur passer tout le savoir, toute la connaissance, parce que c'est un métier qui est vraiment construit aussi sur l'expérience. Donc, il y a des moments, il faut savoir un petit peu, voilà, faut déjà avoir vécu certains moments pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis, je vais aller brièvement pour vous présenter le domaine, parce que comme je vous ai expliqué au début, en voyant la famille, c'est un domaine merveilleux. C'est-à-dire qu'on a déjà un tiers de rouge, mais en rouge, on n'a que des premiers crus. On a 4 hectares de Volnay-Centenot du milieu, meilleure partie des Centenot. On a un demi-hectare de Champan, on a 40 hectares de Volnay-Clos des Chênes, on a 1 hectare de Montcly, premier cru des Durès. Ça, c'est nos parcelles de rouge, qui représentent un tiers de notre production à peu près. Et moi, je suis très attaché au rouge aussi. C'est vraiment, j'aime beaucoup vinifier les rouges aussi. Je trouve ça intéressant. Peut-être qu'on développera. Voilà, les différences qu'il y a entre faire des rouges et faire des blancs. Et puis en blanc, on a commencé avec 4 crus à Meursault. Je vais les faire du nord au sud, donc des Gouttes d'Or, 40 arts, des Geneuvrières, un gros demi-hectare, 55 arts en fait. C'est très ouvré, Jean-Marc.
Euh, on a aussi des perrières. On avait un peu plus de 18 ouvriers, puis on a augmenté. On est pratiquement à 1 hectare de perrières maintenant. On avait 1 hectare 7 de charme. On en a racheté un petit peu. On est pratiquement à 2 hectares de charme. C'est permis de partager. Mon arrière-grand-père avait acheté en 1918 32 arts de Montrachet qu'on a toujours, qui sont sur Chassagne. Et ça, bon, c'est pareil, quoi. C'est juste extraordinaire et c'est une chance inouïe de pouvoir toucher ces terroirs-là. Et puis, comme Jean-Marc vous l'a dit, dans cette vente du domaine manuel, j'ai eu la chance d'ajouter, moi, et on en a pas mal discuté avec Jean-Marc, mais moi, j'avais un intérêt autre que lui. J'ai pu rajouter des bouchères, un petit bout de bouchère qui venait du domaine manuel, et Jean-Marc m'a gentiment vendu la petite parcelle qu'il avait à côté du Clos des Bouchères. Donc, on a 30 arts de bouchères et on a récupéré 1 hectare de Port-Rouzeau. Ce qui fait qu'on est, je pense qu'on est le seul domaine propriétaire dans les 6 crus qui sont au sud de Meursault. Ensuite, en blanc, ça représente à peu près la moitié de nos blancs, les premiers crus. On est à peu près moitié premier cru, moitié village. Le reste, en village, on a un monopole qui s'appelle le Clos de la Barre, qui est derrière la maison, qui fait plus de 2 hectares, 2 hectares 10. On a une petite parcelle rigolote où on utilise un ancien nom qui s'appelle Désiré, et en fait qui est dans les pelures ou petures. C'est au nord de Meursault. C'est en premier cru. Si je plante en pinot noir, je fais des Volnay Centenaux, là, mais pas du milieu. C'est le même endroit où dans Gerville fait ses Meursault Centenaux, et nous on appelle ce vin Meursault Désiré, qui est un ancien nom cadastral avant les AOC. C'est une vieille étiquette qu'on a, et ce nom existait réellement. Et on a gardé ce nom parce qu'on le trouve joli. Et puis après, on a des Meursault qu'on assemble en la barre, qui est à côté du clos. On a des Luroles qui sont à côté des Gouttes d'Or. Je vois la flèche qui se promène là. Et puis, on a un petit bout de Croteau. C'est un joli nom, les Croteaux. Ça fait pas mal, hein, parce que c'est pas loin des Port-Rouzeau aussi. Non, mais c'est vrai. Hein, oui, mais c'est en dessous. Ouais, mais c'est pas loin. Oui, c'est pas loin, oui. Mais c'est pas des Port-Rouzeau. Non, mais j'entends bien. Voilà. Mais ça fait. Oui. Et puis, on a partagé avec Jean-Marc le Clos de la Baronne, qui est en fait dans le centre du village. C'est le lieu-dit les Mégagnes. Au plein milieu de la carte. Et au village. Oui. Et ça me fait une cuvée de Meursault aussi. Bon, ça représente les Meursault. J'arrive à faire une belle année, quand même 15 000 bouteilles sur une cuvée d'assemblage. Hein. Voilà, et puis après, je ne sais pas si on va développer. Moi, je fais traditionnellement, on a fait toujours des élevages assez longs au domaine, et même avec mon père très long, que j'ai raccourci un peu, que j'ai un peu fine-tuné, comme on dit, en essayant d'évoluer. C'est-à-dire que c'est des élevages qui font à peu près 1 an et demi, mais qu'on travaille un peu différent que du temps de mon père. Mon père travaillait beaucoup plus sur déjà beaucoup plus de bois neuf, donc des vins beaucoup plus marqués par le travail de cave. Donc j'essaie vraiment d'alléger tout ce travail-là, de travailler entre guillemets moins oxydatif et plus sur des vins tendus, et c'est l'évolution qu'on a aujourd'hui. Et puis en rouge, rapidement, tout est grappé, sauf quand on veut s'amuser à faire un peu de vendange entière, ça nous arrive, mais ça reste assez rare. La dominante, c'est grappé. Voilà. Une question, Justine? Oui, ben justement, on peut un petit peu on parlait de la transition, un petit peu ce que vous avez fait sur les vinifications, voilà, plus récemment. Tous les deux, vous allez laisser un domaine. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Marc, de vos fils. Pareil, voilà, Dominique, la nouvelle génération. Quels sont un peu les challenges, un petit peu ce que vous avez envie de transmettre pour vous plus important, comment vous allez, quels conseils vous allez aussi leur transmettre le plus important pour cette nouvelle vie de vigneron pour eux et voilà, pour la reprise. Vraiment, parce que j'ai parlé de ça dans la cave tout à l'heure avec des clients. Moi, bon, la viticulture a évolué, mais moi, j'ai eu la chance, quand je suis revenu ici en 89, d'avoir un père qui avait beaucoup planté dans les années 50-60.
à une époque où ils faisaient leur greffe. Il y avait des sélections massales, etc. Donc, j'avais un matériel végétal qui était très joli. Alors en viticulture, évidemment, si on se remonte aux années 60-70, bon, même si mon père a toujours labouré ses sols, mais on était quand même en chimie. Alors là-dessus, on a progressé, mais par contre, à mon avis, dans les années 90-2000, on a été beaucoup moins bon sur toute la conservation de la qualité du végétal, etc. Moi, c'est des sujets que j'ai envie de réinvestir, puisque avant, c'était traditionnel, les vignerons faisaient leur greffe, quoi. C'est des sujets qu'on a un peu abandonnés. Et c'est des sujets que je trouve très intéressants, parce que, évidemment, c'est là aussi que ça commence. Donc, il y a ça, retrouver la qualité du végétal, préserver, faire des sélections massales. Et moi, je pense qu'il y a une espèce d'une massale domaine à entretenir, à faire durer dans le temps. Voilà, j'ai envie de travailler ce sujet-là. Et puis aussi, la biodiversité. Alors ça, c'est plus compliqué parce que quand vous visitez la Bourgogne, que vous baladez sur la côte entre Dijon et Centenay, quoi, il y a plus beaucoup d'accidents, il y a plus beaucoup d'arbres, il y en a encore un peu. Alors avec l'explosion du prix du foncier, il y a plein d'accidents sur la côte qui ont disparu, des petits murs, des vergers, des arbres fruitiers, des choses comme ça. Et voilà, bon, c'est tout nouveau, c'est des sujets qui m'intéressent depuis quelques années, mais là, on a commencé. Je veux travailler ces sujets-là, voilà. Travailler un petit peu, ramener un petit peu de biodiversité, de l'agroforesterie, des choses comme ça. Ce sont des sujets sur lesquels on planche. Donc, l'idée, c'est alors évidemment, il y a le changement climatique, on en dira peut-être un petit mot après, mais de faire un petit peu, on était loin, on a mis le curseur un peu trop loin dans un sens, c'est essayer de ramener ça vers des équilibres. Enfin, il y a des choses qu'on rattrape peut-être pas, mais on peut, surtout quand on a des belles parcelles, quand on a la chance d'être dans une situation avec des clos où on a plus de paramètres pour jouer. Voilà, c'est ces sujets-là qui m'intéressent. Nick ? C'est intéressant, Jean-Marc, parce que cet après-midi, je suis passé devant ta parcelle de Perrières et j'étais avec ma fille et j'ai dit, tu sais Léa, cette parcelle-là, c'est des super plans. Il faudrait demander à Jean-Marc si on ne pourrait pas prendre des greffes dedans. Donc voilà, c'est des préoccupations qu'on a tous. Et moi, je connais bien ta vigne, là, je sais qu'elle est superbe. Et c'est vrai que cette sélection de matériel végétal est une chose très importante. Les évolutions, on pourrait dire, bon, on est tous les deux en bio depuis un moment, on maîtrise ça bien. Après, je pense qu'il va falloir s'adapter quand même aux contraintes d'aujourd'hui, hein, de réchauffement climatique. On va avoir des enjeux de sécheresse. On a déjà des enjeux de gel là, pour dimanche qui n'arrivaient jamais avant. Donc, il va falloir quand même qu'on travaille un peu nos techniques et qu'on fasse évoluer les techniques. Et en fait, moi, je suis un peu plus en avance que Jean-Marc parce que là, les jeunes, ils sont en place. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent avec moi. Et je vais essayer de faire un peu bref. Et je vais déjà une citation que j'aime beaucoup qui dit que la tradition est une innovation qui a réussi. Et parce qu'en fait, je pense qu'on est tous les deux des domaines traditionnels. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment dans le passé, on est nourri par le passé, mais on n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on réfléchit toujours à ce qu'on fait, on essaie toujours de l'améliorer. Je pense que c'est une mission vraiment importante. Et aux deux jeunes, moi, je leur ai dit, écoutez, on va commencer là, vous allez faire comme moi, parce que vous devez apprendre, vous devez savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Vous devez le maîtriser parfaitement. Et ensuite, c'est votre mission, c'est votre travail de faire avancer, de toujours aller rechercher le plus de qualité, d'aller encore plus loin avec le savoir que vous avez, en faisant des essais, en faisant des tests, donc aux vignes, à la cave aussi. Et je pense que ces domaines traditionnels ne doivent pas être figés. Je veux dire, il faut toujours réfléchir, il faut toujours essayer de s'améliorer. C'est un point important et je pense que c'est une dynamique qu'il y a beaucoup en Côte d'Or en ce moment. Il y a une jeunesse qui vraiment avance, qui réfléchit, qui apporte d'autres façons de faire et il y a un partage aussi d'informations important.
Et moi, je souhaite vraiment que les jeunes ne se bloquent pas sur ce que j'ai fait en disant bah, c'était super bien et tout. Et je ne veux surtout pas leur imposer ce niveau-là en leur disant voilà, moi j'étais bon et vous faites pareil et vous continuez comme ça. Je trouve que ça serait une grave erreur et je ne serais pas choqué et au contraire ravi. Le jour où ils vont me dire écoute, on a compris ça, on a étudié et on pense que ce que tu faisais là, on peut faire un petit peu mieux, on va travailler comme ça et comme ça. Et je serais vraiment content de ça. C'est un point important pour moi, très important. Il n'y a rien de plus ennuyeux que le copier-coller d'une année sur l'autre. Donc, des essais, il y en a tout le temps. Hein. Il y en a tout le temps à la cave, il y en a tout le temps aux vignes. Et c'est ça qui nous fait bouger, qui nous fait progresser. Et des fois, je pense aux élevages. Quoi. Moi, quand je suis arrivé, on était à 12 mois d'élevage, je suis passé à 18 mois. Il y a un moment, on a un cycle de vin comme ça qu'on pense, les gens pensent que c'est figé, mais non, même si il y a le schéma général qui a évolué, mais dans ce schéma général, il y a plein de petites nuances, des façons de soutirer, des façons de débourber, des réglages de presse. Il y a toujours des choses, des gestions de la presse, du SO2, il y a toujours des choses à ajuster. Et puis, c'est l'intérêt de ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose, quoi. On ne fait jamais la même chose et les millésimes nous donnent, enfin le millésime 21, c'était un challenge incroyable, quoi, dans la vigne et à la cave. Donc voilà, on doit faire avec ces conditions et savoir être mobile, réactif, ouvert, se nourrir aussi de ce qui se fait ailleurs qu'ici, parce que ça c'est important. Et enfin voilà, je pense que Dominique et moi, on est un peu de la même école là-dessus et on a un fonctionnement qui se ressemblent un petit peu. Moi, je voudrais ajouter, parce que c'est intéressant quand tu as parlé de copier, et c'est vrai que quand j'ai repris le domaine, mon père avait une réputation, et j'ai eu pas mal de pression du genre, ça ne sera pas aussi bien que son père. J'étais bien chargé là-dessus, et donc j'ai attaqué en faisant exactement comme mon père. Et puis, au bout de quelques années, j'ai dit, mais la copie ne sera jamais aussi bonne que l'original. Et je pense qu'un vigneron doit mettre une partie de sa personnalité dans les vins. C'est-à-dire qu'il faut faire les vins qu'on aime. Et il peut très bien que mon neveu et ma fille n'aimeront pas exactement les mêmes choses que moi. Mais je pense que s'ils mettent complètement leur cœur dans cet objectif-là, les vins seront bien meilleurs que s'ils font la copie de ce que j'ai fait. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'essaie de leur apprendre aujourd'hui, c'est beaucoup plus c'est quoi un genévrière, c'est quoi un perrière, c'est quoi un charme, quelles sont les idées qu'il y a derrière ces terroirs-là, qu'ils les fréquentent, qu'ils puissent se les approprier et ensuite qu'ils essayent de tendre vers ces chemins-là, ces objectifs-là, qui sont des objectifs de typicité en fait, hein, qu'on interprète par la suite, bien sûr. Il y a une question, puisqu'on parlait du matériel végétal, il y a une question de Bernard Bardou. Merci Bernard. Vous êtes touché par le dépérissement du matériel végétal et des soucis de porte-greffe. Donc, la question, c'est quoi faire, complanter, replanter? C'est quoi votre réponse? Comment vous vivez ça, vous? On vit ça. Le problème, c'est surtout sur le 161-49. Et on a des vignes qui dépérissent, mais c'est d'une violence incroyable, puisque une vigne peut passer d'un état où vous n'allez pas repérer grand-chose à un dépérissement pas complet, mais quasi complet en 3-4 ans. Hein. Donc, c'est super impressionnant. Je ne sais pas, Dominique, si tu as une autre réponse, mais il y a des cas quand même, je ne vois pas d'autre solution que l'arrachage. Hein. Et c'est quand même très, très inquiétant. Il y a des coins de Meursault qui sont plus touchés que d'autres. Et enfin voilà, il y a des coins dans les Genevrières qui sont beaucoup pris. Moi, j'ai un bout de Boruseau qui est très, très abîmé, dans les Bourgognes blancs aussi. Voilà. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas d'autre solution quand c'est à ce niveau-là, soudain et de cette violence-là. Je ne vois pas d'autre solution que l'arrachage. Dominique? Oui, bah, c'est vrai que le problème, il est sur le 161-49 et il se trouve que c'est un porte-greffe qu'on adorait, qui était vraiment très bien adapté à Meursault. Il y a énormément de vignes qui ont été plantées en 161 et les vieilles vignes résistent. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que les vieilles vignes de 161 tiennent debout.
Et en fait, ces dépérissements, ils touchent surtout des vignes qu'on a plantées, que j'ai plantées, que Jean-Marc a plantées, et même des vignes très jeunes. C'est-à-dire que moi j'ai eu un petit bout de 3 ouvrées, ça fait 12 arts, le dessus qui était planté en 161. Et à 10 ans, on l'a arraché parce que c'était une catastrophe, quoi. C'était vraiment une catastrophe. Il y a d'autres endroits où les dépérissements sont un peu moins violents et là, on fait de la complantation. Enfin, je veux dire, c'est un peu au cas par cas qu'on gère ça. Et dans la parcelle là qu'on a arrachée, en fait, le dessus était plus calcaire et donc sur 161,49 parce que c'est un porte-greffe qui tient vraiment très bien le calcaire. Et le dessous, moins calcaire, était sur 3309 et il est magnifique. Donc, ce n'est pas un dépérissement global, ça dépend des porte-greffes qu'on a utilisés. Bon, le problème, c'est qu'on a mis quand même beaucoup de 161 parce qu'on a pas mal de terrain calcaire, surtout sur les coteaux, et que c'était un très bon porte-greffe, c'est-à-dire qualitatif, qui nous a fait des vignes magnifiques. Mais ça, oui, on est après, on perd des vignes, ça prend du temps d'arracher, de replanter, il y a la perte de récolte, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, moi, je pense qu'en même temps, moi, je sais que je commence à essayer de mettre des porte-greffes du sud de la France, par exemple, parce qu'on sait qu'on va être sur des périodes beaucoup plus sèches, donc il faut des porte-greffes qui résistent un peu mieux au manque d'eau. Il faut aussi... je commençais, à mon avis, à utiliser des porte-greffes qui sont plus tardifs, parce que le porte-greffe va avoir un impact sur le moment de débourrement. Ça peut amener de la précocité ou du tardif. Et en fait, en ce moment, avec le réchauffement climatique, on débourre trop tôt et c'est pour ça qu'on est exposé au gel. Donc, je pense que par le porte-greffe, on peut arriver à freiner un petit peu ce débourrement en utilisant d'autres types de porte-greffes. C'est assez intéressant parce que moi, je pense que cette question est intéressante parce que sur ce sujet-là, il faut qu'on s'en mette en cause pratiquement totalement. Mais ça va prendre un temps fou parce qu'on ne resélectionne pas des choses en 5 ans. C'est un travail de 20 à 25 ans. En Bourgogne, si on se reporte dans les années 80, il y avait 1 millésime sur 3 qui mûrissait correctement, à peu près. Hein. Et donc, on a toujours sélectionné les cépages en précoce, enfin les variétés en précoce, c'est-à-dire que quand on faisait une massale, on prenait les pieds de pinot qui mûrissaient le plus tôt, pareil sur les chardonnays. On a utilisé des porte-greffes précoces et aujourd'hui, on se fait un peu déborder par ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore énormément de vieilles vignes sur toute la côte, hein, et qu'on a fait, on en fait partie tous les deux, on a monté à plusieurs domaines un conservatoire, c'est-à-dire qu'on est allé puiser dans ces vieilles vignes des pieds qui nous intéressaient, qu'on a mis en conservatoire pour justement pouvoir resélectionner et pouvoir utiliser dans le futur voilà, d'autres types de pieds. Et là, oui, la problématique, ça va être, à mon avis, de sélectionner du plus tardif. J'ai une question. Voilà, justement, vous parliez de la sélection des porte-greffes, notamment sur la question du débourrement. Il y a Patrick Muller qui posait une question sur... Non, Pierrick. Ah oui, pardon. Ouais, tu as besoin de tes lunettes. Il y a Pierrick Muller qui posait une question justement en ce sens. Est-ce que vous adaptez, vous savez, vos tailles et quelles sont les mesures que vous avez mises en place, notamment sur la taille, pour lutter contre le risque de gel? Alors, ouais, je peux y aller. Je pense que moi, je suis passé en pulsar il y a longtemps déjà. Alors, je ne sais pas si on doit rentrer trop dans la technique, qui sont des tailles déjà qui nous préservent un petit peu des maladies de bois, c'est une taille qui est plus respectueuse des flux de sève. Hein. Et c'est important, il y a un mouvement aussi sur ces types de tailles pulsar en Côte d'Or en ce moment, qui est assez important. Ça demande un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué, mais ça s'applique bien. Et aujourd'hui, on en parlait juste avant d'ouvrir. On est un peu en retard dans les villes parce que justement, on est reparti à ce qu'on faisait il y a longtemps, c'est-à-dire avant, on démontait les villes en hiver, on enlevait une partie des branches qui ne nous intéressaient pas, mais on laissait totalement non nettoyer les branches qu'on a utilisées pour tailler.
c'est-à-dire qu'on ne coupait pas le courson à la longueur, on ne mettait pas la baguette à la longueur, on laissait ce qu'on appelle les entrecœurs. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, on a fait le constat, on en parlait juste avant, c'est que ces vignes qu'on a laissées avec ces 2 branches longues non nettoyées des entrecœurs, c'est les bourgeons du bout, la baguette et du bout des entrecœurs qui sont en train de sortir et en train de gonfler. Et les bourgeons de la baguette ne gonflent pas encore. Hein. Ça, c'est le phénomène d'acrotonie, c'est-à-dire que la sève va déjà tout au bout et donc ça freine les bourgeons principaux qu'on va garder pour la saison. Et cette année, en Bourgogne, on voit beaucoup de gens qui ont fait ça parce qu'on s'est pris une telle gamelle de gel l'année dernière qu'il fallait quand même réagir. Bon, c'est pareil, c'est plus de temps, c'est plus de personnel, c'est passé 2 fois, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, voilà, c'est la même chose pour nous. Hein. On a décalé aussi, on est parti moins tôt à la taille. Et puis de toute façon, si je me remets en arrière, moi autrefois, mon père, il avait 3 mois de distillation en plein hiver. Donc, ils allaient aux vignes, ils commençaient à tailler très tard, quoi, fin février. Et donc, oui, aussi, on passe petit à petit en poussard. Et donc, il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut former les gens. Mais c'est une méthode de taille vers laquelle on tend. Et puis, je vous dis aussi décaler dans le temps, ne pas nettoyer la baguette trop tôt. Et bon, j'ai fait le même tour que toi, Dominique, cet après-midi. Et on fait la différence entre les vignes qui sont déjà baguettes nettoyées, attachées, et puis les vignes qu'on a laissées un petit peu comme ça, où il y a encore un peu de boulot. Alors le problème, c'est qu'on est dans un... là, il y a une semaine, 10 jours difficiles, parce qu'effectivement, tout peut arriver, mais il faut aussi, derrière, on a quand même du boulot à finir de la taille, à attacher les baguettes, etc. Enfin bon, c'est l'organisation, c'est la logistique habituelle, mais c'est un petit peu tendu en ce moment avec les risques de gel qui s'ajoutent. Oui, justement, tout à l'heure, on parlait de la transmission à la nouvelle génération là, avec Dominique, qui parlait un petit peu des parcelles. Et justement, quelles seraient les différences majeures, par exemple, entre les perrières, génévrières, par exemple? C'est une question de Sébastien. Une question de Sébastien. Et alors, on parle des terrains, on parle des vins. Je parle des vins, ouais. Ouais, on parle des vins. Moi, je trouve ça sympa aussi de parler de terrain, de paysage, un peu d'ambiance, les lieux. C'est aussi sympathique. On peut faire peut-être un petit parallèle. Ok. Alors, bon, nous on a un cas un peu spécifique parce que nos genévrières sont complètement au sud des genévrières et nos perrières sont au nord des perrières. Il y a 200 mètres d'écart de distance entre nos genévrières et nos perrières. Pour ceux qui pratiquent, on est genévrière dessus et perrière dessous, comme vous voyez sur la carte. Et on est la première, notre grosse parcelle de perrière, c'est la première au coin, là où je pense où il y a la flèche à peu près. Au nord. Il y a un chemin qui monte entre les genévrières, les charmes et les perrières, voilà, et on est la première vigne au coin. On a des sols très légers dans les genévrières qui ressuient très très bien, peu profonds. On a des sols peu profonds aussi dans les perrières qui sont plus marneux, qui sont un petit peu plus denses. Moi, je fais la différence au labour, c'est-à-dire que derrière une pluie, dans les genévrières, ça ressuie plus vite que dans les perrières. Et en même temps, c'est vraiment ça fait comme si on était dans du gravier ou du sable. C'est pas du tout ça, hein, c'est des argiles, mais c'est des sols très, très légers. Et dans les perrières, c'est des sols où il y a plus de marne, qui ont un peu plus de force, donc qui peuvent se prendre en bloc plus vite, c'est un peu plus fin à labourer. Je pense qu'au niveau épaisseur de sol, on est pas loin il y a une trentaine de centimètres de terre hein, dans les 2 endroits. Après, en style de vin, on est plutôt en bas. je vais essayer de faire simple, mais moi, j'ai l'habitude de dire le plus grand vin de Meursault, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est les perrières. C'est un vin qui est complet, qui a en même temps une intensité incroyable, avec une tension
j'ose pas utiliser le mot minéralité parce que c'est un peu naze, mais voilà, des vins qui ont énormément d'énergie, en même temps qui emmènent une force. Moi, je trouve qu'il y a une force dans les perrières importantes. Jean-Marc rajoutera sans doute quelques mots sur les perrières. Et pour moi, le Genévrière, c'est le plus beau vin de Meursault. C'est-à-dire que ça n'a pas la force, ça n'a pas l'intensité des perrières, mais c'est un vin d'harmonie, c'est un vin de séduction, c'est plus aérien qu'un perrière, c'est une longueur plus discrète, c'est un vin qui parle un peu moins fort. Et d'ailleurs, je dirais que le perrière, c'est un rendez-vous qui tombe tous les ans, quoi. C'est un pendule comme ça, et tous les ans, c'est là. C'est puissant, c'est traçant, c'est intense. Alors, ce que dit Dominique sur les genévrières, ça m'évoque un petit peu ce que je pourrais vous dire sur le Bouchère. Pour moi, c'est des vins qui sont plus fragiles, plus difficiles à saisir. Mais si on fouille bien, c'est tout en élégance, c'est plus aérien, c'est plus l'air, quoi. C'est quelque chose qui est c'est plus léger, mais attention, le mot léger, faut l'interpréter, c'est plutôt positif. Rien dans l'énergie. Ouais, et traçant, voilà. Et par contre, on peut le rater. Alors, on peut le rater aussi quand on le vinifie, parce que ça joue sur des choses très fragiles, alors que les bases sur le perrière sont plus présentes, sont plus régulières. Donc, on peut le rater en tant que vinificateur, mais je pense qu'on peut le rater aussi en tant que dégustateur. Parce que, voilà, il faut être attentif. Moi, j'aime bien dans un vin que celui qui goûte le vin, il y a un petit mouvement. Ce n'est pas seulement le vin qui vient vers vous, il y a aussi un mouvement d'attention. C'est la même chose avec la cuisine, avec les restaurants. C'est-à-dire que si on m'amène une assiette et que je n'ai plus qu'à me caler dans le fond de ma chaise, ça ne m'intéresse pas trop. J'aime bien. Et si on est attentif, le Genévrière, enfin tous les vins, mais le Genévrière ou le Bouchère, je pense que Genévrière, c'est un plus grand terroir que Bouchère. Mais Bouchère, c'est pas connu parce que c'est petit, mais c'est très bien situé sur le coteau. Mais il y a de la grâce dans ces deux vins-là. Voilà. Alors que le perrière, il est plus calé comme ça, plus régulier. Il est moins réservé aussi, peut-être qu'il se livre plus facilement. Perrière. Oui. Après, on a des images comme ça, il faut être clair aussi, on a des images comme ça par rapport au lieu-dit de Meursault. Moi, j'aime bien les faire une fois par an à l'aveugle. On décide de nos dates de mise comme ça. On a tout, du Bourgogne blanc au perrière, à l'aveugle. Et là, voilà, oui, ça remet un peu les pendules à l'heure. Mais voilà, mais en même temps, la façon dont Dominique décrit les lieux-dits, c'est ce que je viens de vous dire, c'est quand même des choses, c'est récurrent. Et voilà, il n'y a pas un millésime pareil. Il y a des années qu'on réussit plus d'autres. Il y a une date de vendange qu'on va mieux caler qu'une autre. Et il y a plein de petits paramètres comme ça dans le vin. C'est ça qui rend ça vivant et intéressant. Voilà. Pour reprendre ce que tu disais, Jean-Marc, je pense que, et nous, on fait beaucoup au sein de l'école, c'est apprendre à nos élèves et aux gens qui passent chez nous, voilà, quand ils sont à la rencontre d'un grand vin, c'est prendre un temps d'écoute. Voilà, c'est pas que le vin qui se livre, c'est aussi le dégustateur qui, par respect déjà pour le vin, pour le vigneron et pour lui-même, parce qu'on a quand même tendance dans la société qui est la nôtre à zapper et à consommer les choses mentalement. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à travers la dégustation intuitive, on invite les gens à se bander les yeux, on invite à ce qu'ils prennent un peu de respiration, à rentrer dans l'énergie, dans l'attente du vin. Et puis pour sortir aussi de la construction mentale, parce qu'on sait très bien que la vue et le mental va influencer la perception. Et c'est intéressant, au-delà du jeu de la dégustation à l'aveugle, de retrouver le terroir, c'est pas finalement ça qui est plus important. Je pense que le plus important, c'est de se faire un avis sincère, de se relier au vin et d'être en capacité, tu le disais Dominique, que le vigneron met du cœur dans ce qu'il fait, c'est finalement à travers le vin d'aller se connecter à ça, au-delà du cru, du climat, du prix, etc. C'est d'aller sentir cette vibration, cette énergie qui a été portée par le travail, par cette alliance un peu sacrée entre la terre et l'homme, ou la femme qui fait le vin. Et je pense que finalement, nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire au sein de l'école, c'est de dire à nos apprentis, à nos sommeliers et aux gens qui passent là, c'est voilà, mettez un peu en silence et écoutez, plutôt que de chercher. Moi, je rejoins tout à fait Jean-Marc sur. J'ai la chance d'avoir les genévrières et les bouchères, et je présente toujours les bouchères comme un cousin des genévrières. Oui. Et le terme de vins qui sont dans l'air, plus que d'être dans la terre, me va très bien.
Par contre, je trouve que des genévrières vont se livrer plus tôt que des perrières. Ou pour être plus précis, moi, ça ne me gêne pas de boire un genévrière trop jeune, ça me gêne de boire un perrière trop jeune. Parce qu'il y a cette énergie dans les perrières qui fait que je trouve le vin un petit peu cognant quand il est jeune. Les genévrières, il y a ce rond de meursault, mais qui n'est pas lourd, qui est toujours là, qui donne toujours. C'est floral, mais je pense que les bouchères, ça se livre bien aussi assez tôt. C'est pas des vins qui sont mis trop en arrière, c'est des vins élégants, aériens. Aussi d'accord, je le rejoins avec Jean-Marc, c'est des vins qui sont un petit peu plus faciles à voir. C'est d'ailleurs assez intéressant, on ne va pas polémiquer ce soir, mais si vous regardez les notes de dégustation, ce n'est pas des genévrières ou des bouchères qui prennent les plus gros points, simplement parce que quand des gens goûtent des grosses séries de vins pour les noter, ou que ce soit dans des revues, des choses comme ça, et ben ces vins-là, qui sont un peu moins forts, qui sont dans le grain de finesse, ne s'imposent pas. Et par contre, quand vous les avez à table, c'est des vins merveilleux. Mais justement, donc maintenant, on vous invite, on va changer d'air et passer la main aux aligotés, après avoir parlé des premiers crus sur Meursault. Il y a une question de Jean qui dit « Mais alors, quel avenir pour l'aligoté ?» Je fais de l'aligoté. Aussi. Non, mais on aime bien. Moi, j'aime beaucoup l'aligoté. Je suis un débutant. Moi, j'aime beaucoup l'aligoté. J'en fais depuis toujours. Voilà, mais bon, je ne vais pas planter mon domaine en aligoté. Hein. Je vous rassure tout de suite. Enfin, je vous rassure. Il y a une mode autour de l'aligoté. C'est intéressant et tant mieux. Et voilà, enfin, moi, je travaille avec des cépages chardonnay. Je pense que la complexité. Alors, je sais qu'autrefois, il y avait dans les grands terroirs, on avait planté de l'aligoté. Moi, j'y crois pas. Enfin, j'ai pas du tout envie de relancer des idées comme ça. Et puis l'autre jour, j'en ai goûté un à l'aveugle derrière enfin, c'était dans un restaurant. Et voilà, pour moi, l'aligoté, ça n'a pas la complexité d'un chardonnay. Mais par contre, je suis très heureux de faire des aligotés. C'est des vieilles vignes, ça vient de mes grands-parents, c'est des vignes, il y a une histoire de la famille autour de ça, mais il y a une mode autour de ça que je n'ai pas forcément envie de la suivre aveuglément. Voilà. Disons qu'il y a l'adéquation avec les parcelles aussi, il faut que ça… Oui. Ça. Et puis, non, mais c'est le discours autour du cépage qui me… Voilà, c'est bon, mais il ne faut pas non plus raconter des salades, quoi. Il y a un engouement très fort sur la ligotée en ce moment. C'est un cépage qui est un peu à la mode. Et, parce que déjà, il est rare. Il y a beaucoup plus de chardonnay en Bourgogne que d'aligoté. Et je pense que c'est un cépage qui bénéficie totalement du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, les aligotés, c'était vraiment vert, au point où on le buvait avec du cassis pratiquement seulement. Hein. Et aujourd'hui, entre le réchauffement climatique et aussi le fait sans doute que les gens qui font de la ligotée travaillent mieux leurs vignes, maîtrisent les rendements, les vendanges à bonne date, on a des aligotés délicieux hein, et qui plaisent. Mais c'est des vins de bistrot, c'est des vins pour boire comme ça. Mais voilà, faut comprendre ce qu'on dit. C'est génial. Vive les vins de bistrot, mais faut les boire comme ils sont. Mais il y a vraiment des aligotés. Moi, j'adore ça. Et j'en ai bu d'excellents encore récemment. Mais c'est des Bourgognes aligotés. Voilà. Puis on ne peut pas boire des perrières tous les jours. Bah, non plus, non. Puis je n'ai pas envie d'en boire tous les jours. Hein. Jean-Marc, tu voulais peut-être nous toucher, s'il nous reste une petite dizaine de minutes, nous toucher peut-être un petit mot sur les eaux de vie. Il y a un truc, alors oui, je vais vous parler des eaux de vie. J'ai vu une question passer, quelqu'un qui demandait, moi j'aimerais bien qu'on passe 3 minutes sur les prix, ouais, vas-y. Le prix des vins. Alors, la distillation, oui, alors j'ai parlé du style du domaine tout à l'heure, vite fait au début. Je pense aussi que ça s'est construit autour de la distillation parce que distiller un marc, une fine ou un fruit, c'est vraiment être au cœur du truc.
Et moi, j'ai appris autant avec mon père à l'Alambi, à trier la coule, que dans la cave. Vraiment, hein, vraiment. Et voilà, c'est une école de précision, faut avoir de la méthode, de la précision, du goût. Et donc, il y a quelque chose dans l'histoire familiale autour de ça. Donc, on a cet alambi, on a toujours fait des mares et des fines. Et mon père faisait un peu de fruits. Moi, j'ai remis ça, j'ai créé un négoce en 2008 pour pouvoir acheter des fruits. Donc, je redistille des poires, des abricots et des framboises. Et bientôt un autre fruit que je m'apprête à… Oui, enfin, bon, de la prune, parce que ça, j'aime beaucoup. Et je l'ai fait, parallèlement à ça, j'ai retrouvé des liqueurs dans… 15 ans après la mort de mon père, j'ai retrouvé 12 bouteilles de liqueur d'abricot qui étaient délicieuses. Et je ne l'avais jamais vu faire ça. Et je me suis dit, il faut que je m'y colle, quoi. Et là, je suis parti de zéro parce que je n'avais pas de recette. Donc, liqueur d'abricot que je fais depuis 2008. Et l'an dernier, on a fait une liqueur de citron. Voilà. Et ça, c'est mon grand-père. Mon père faisait les liqueurs, mais vraiment, c'était confidentiel. Mais mon grand-père bricolait avec ça. On a toujours… voilà, c'est des petites activités autour, mais qui prennent de l'importance. L'abricot, ça a pris beaucoup d'importance. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Oui, voilà. mon Denis. Attends, il y a quelqu'un qui avait oublié de couper. Il y a une question, non? Non. Tu voulais dire peut-être un mot sur le prix des vins, peut-être Dominique ou sur l'augmentation, justement. Il y avait une question de Yves là-dessus. La dernière année. Sur l'augmentation des prix des vins, moi, je veux bien dire quelque chose parce que je vois pas les gens, mais j'imagine bien les gens qui adorent le vin, qui lisent la revue, qui ont envie d'acheter des vins, qui n'y ont pas accès. Et je comprends ça. Et ça m'énerve je pense qu'il y a des gens qui ont une mauvaise perception de ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des domaines qui font des augmentations démesurées, etc. Ça existe, je sais que ça existe. Mais il y a les intermédiaires aussi. Et moi, alors, je vais faire ce soir ce que je rêve de faire sur Instagram, c'est de donner mon prix du Bourgogne blanc. Voilà, le Bourgogne blanc, domaine rouleau, sortie domaine, il est à 19 € hors taxe. Voilà. Moi, et on le trouve à Beaune à 90 balles sur carte. Et ça, c'est pas possible. Alors, tout n'est pas comme ça, mais je donne un exemple parce que les gens, il y a eu un post de la revue du vin de France où vous avez remis la photo qui est parue et il y a eu un commentaire qui était super négatif. Parce que les gens pensent qu'on a pété les boulons tous, qu'on fait 30% tous les ans. Alors, oui, il y a des domaines qui le font, mais ce n'est pas mon cas. Je pense que ça n'est pas le cas de Dominique non plus. Et il y a un truc dont on ne parle pas sur la politique de prix et qui est démente. Et voilà. Et moi, je veux donner là ma position. Et moi, j'ai 4,5 hectares de Bourgogne blanc. Je fais ce prix-là sortie domaine parce que c'est la bouteille qui circule le plus, parce que je veux qu'il y ait au moins ce vin-là qui soit accessible. Et quand je vois qu'il est quadruplé ou pire dans des magasins ou dans des restaurants, ben je ne le fais pas pour ça. Alors, on essaye dans la politique de distribution de faire attention à ça, mais au bout d'un moment, c'est ingérable, quoi. Alors, je ne veux pas faire un tableau angélique, enfin idyllique, etc., parce qu'il y a des vins qui sont chers. Je vais pas voilà, le Perrier n'a pas beaucoup, c'est cher. Les Tessons, c'est cher aussi. Mais tout n'est pas comme ça. Et les gens… Alors, il y a sûrement des solutions à trouver pour que les amateurs de vin aient toujours accès au vin. Alors, je dis ça ne veut pas dire que si les gens m'envoient un mail demain, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Mais il y a quelque chose de très agaçant autour de ça. Donc, je ne sais pas, Dominique, si tu veux dire un truc là-dessus. Je vais juste te dire, en étant locataire chez toi depuis plus de 10 ans, Jean-Marc, les prix, en effet, moi, j'en achète quelques bouteilles tous les ans à titre perso, dont le 2011 qu'on est en train de déguster ce soir-là. Je veux dire, il y a une politique de prix qui n'a pas bougé. Il y a une augmentation normale. Voilà, mais en effet. Mais je sais que le vin est cher et que même avec ces petites augmentations qui sont régulières, ça fait à l'arrivée des bouteilles chères. Mais voilà, et pourquoi c'est habituel que les restaurants ils font la marge sur le vin et pas sur ce qu'ils servent dans les assiettes? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ne font pas bien leur travail. Là, on appelle ça la maladie du coef. Ouais, moi, j'appelle ça la maladie du coefficient. Quand un restaurateur est touché, il multiplie les prix sans se poser la question si le client il a envie de payer ce prix-là. Dominique, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Oui, je vais rejoindre un peu Jean-Marc quand même. C'est vrai
et c'est pas ce qu'on a cherché, mais on est entre guillemets ce qu'on appelle spéculatif, c'est-à-dire que si vous vendez une bouteille, je vais faire simple, ça veut pas dire que je vends tous mes vins à ce prix-là, vous vendez une bouteille 100 €, vous la retrouvez à 400 €. Et puis après, les gens disent, mais les vins, c'est un scandale, c'est très cher. Mais tout le monde spécule sur le vin. On a même, ça arrive, des clients particuliers qui viennent chez nous et qui vont chez le caviste d'en bas, qui vendent le double de ce qu'ils les ont payé. Donc, il y a beaucoup de gens qui alimentent ça. On essaie de le freiner, on essaie de le contrôler. C'est très, très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un écart phénoménal entre nos départs caves et les prix qu'on voit sur le marché. Moi, je sais que, et je vous l'annonce avec prudence parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je me suis associé avec pas mal de copains vignerons et on a monté un site de vente en ligne sur lequel on est en train d'ouvrir une clientèle privée en vente directe, justement, pour que les gens aient accès à nos vins, à des prix domaines. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas servir tout le monde. On a ouvert à 100 clients cette année. C'était sur allocation. Donc, j'ai 100 nouveaux clients sur ce site internet qui ont pu avoir chacun une caisse de vin panachée. Et puis, on va continuer à développer ça, mais sur un prix direct de la cave au consommateur. Je pense qu'on essaye tous aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va couper tout le monde. Hein. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais moi, je pense que d'aller toucher des vrais amateurs directement, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Moi, j'étais très effrayé de le faire pendant longtemps parce que traditionnellement, tous ces gens-là, c'est des gens qui venaient nous visiter et vous comprenez bien qu'on ne peut pas recevoir 600 clients par an à la cave parce qu'on a un autre métier. Aujourd'hui, on commence à trouver des solutions. Chez Jean-Marc, bon, tu as trouvé une façon de faire pour recevoir les gens bien et sans que ça prenne trop de temps. On va l'adapter, c'est-à-dire que je pense qu'on va faire comme Jean-Marc, c'est-à-dire ouvrir 2-3 fois par an pour les clients particuliers pour qu'ils puissent venir déguster, parce qu'on veut maintenir ce lien aussi avec nos clients et les amateurs de vin. Avec le site Nos Climats, on a vendredi prochain, tous les gens qui ont acheté du vin sur le site Nos Climats sont conviés à une dégustation qui va se passer à Beaune. Donc, on va essayer de les rencontrer. Moi, je pense que c'est une solution. Après, moi, dans ma distribution, ça ne veut pas dire que je vais me couper de je veux travailler avec des bons restaurants parce que c'est la place de nos grands vins aussi sur des belles tables. Et vous prenez, moi, je vais prendre un exemple de gens qu'on aime beaucoup. Vous allez chez 3 Gros, les vins sont pas très chers en fait. Hein. C'est pas des gens qui font des coefs monstrueux et c'est un restaurant 3 étoiles où on mange très très bien. Je ne vais pas me couper des cavistes. Il y a des très très bons cavistes aussi qui font vraiment le métier. Mais aujourd'hui, il y a des cavistes qui vont prendre du vin chez nous et qui ont juste un petit site internet et qui multiplient les prix par 4. Ben, ceux-là, on n'a pas envie de les voir, quoi. Dominique, on te demande, il y a quelqu'un qui te demande le nom du site. Il y a une question qui est passée. Alors, ça s'appelle Nos Climats. C'est un site fermé, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire en étant client chez un domaine. Mais vous pouvez aller voir, vous pouvez taper Nos Climats. Par contre, vous n'allez pas avoir accès aux ventes directement. Hein. Il faut demander à un des domaines qui est inscrit sur le site qui est sur le site de vous inscrire pour pouvoir avoir accès aux ventes. Il y a des jolis domaines, hein. Je vais en oublier. Il y a Sauzet, il y a Méoca Musée, il y a David Duban. Dedans, je vais en oublier, hein, bien sûr, mais je vous cite, voilà, il y a des très jolis domaines qui font partie de... Il y a Bruno Collin à Chassagne, ça va me revenir, mais on est une vingtaine comme ça. Et voilà, moi je pense que c'est une solution. C'est une solution pour arriver à maîtriser un peu ces prix et puis pouvoir offrir à des clients passionnés. Et il y a des clients passionnés en France, des grands amateurs de vin pour essayer de leur offrir un accès à nos vins à des prix corrects. Okay. Il est déjà 19h. Bon, voilà, mais tout ça pour dire que Nos Climats, même si les personnes ne sont pas clients et qui ne peuvent pas acheter le vin, il y a aussi, comme voilà, au domaine Rouleau, des 3 dates de porte ouverte, c'est ce que vous disiez, où on peut venir déguster.
Il faut écrire avant, hein, parce que sinon… Voilà, au moins ça. Il est 19h, on va se quitter. Peut-être un petit mot de la fin, Jean-Marc et Dominique, et puis juste avant de vous passer la parole. Donc, nous, on se retrouve dans 15 jours, on fait une petite pause pour le week-end de Pâques, et on se retrouvera le 21 avril. Donc là, on ne sera pas dans les vignes, on sera à la cave de l'Hôtel de Paris avec Patrice Franck, donc le responsable des achats du groupe de la Société des Bains de Mer à Monaco, et Iorio Gennaro, le chef de cave. Donc voilà qui nous fera visiter en live les caves de l'Hôtel de Paris de la Société des Bains de Mer, avec justement voilà, tout l'arrière-boutique. Qu'est-ce que c'est que le métier de caviste? L'historique aussi, puisque dans les années 50, les vins étaient reçus en fût et mis en bouteille. Donc on fera un petit voyage dans le temps, dans ce temple de la conservation du vin et ce vrai métier de caviste, pas boutique, mais ce caviste de restaurant et de groupe de restaurants. Donc ce sera un joli moment à partager. Très bien. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous écoutent, à votre intérêt pour le vin. Et puis, j'étais aussi content de partager avec Dominique parce qu'on a échangé beaucoup de choses pendant beaucoup d'années. Voilà, on s'est soutenus et c'est toujours été agréable. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Hein. À bientôt. Dominique? Oui, merci. Merci beaucoup pour votre attention aussi. C'est toujours intéressant d'échanger avec des amateurs de vin. Et je voudrais aussi un dernier mot pour Jean-Marc, parce que, comme il a dit, on a toujours beaucoup partagé. On se donne toute l'info sur ce qui se passe dans chacun des domaines, y compris date de vendange, maturité des parcelles, choses comme ça. Et ça fait très longtemps qu'on le fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en partageant beaucoup de techniques, le domaine rouleau est resté le domaine rouleau dans son style et le domaine des comptes Lafon est le domaine des comptes Lafon. Et pourtant, on a vraiment fait beaucoup de chemin ensemble. Moi, c'est vraiment un partage qui m'a nourri. Et au point aujourd'hui où je vais goûter chez Jean-Marc et lui dire, mais là, tu es vraiment dans ce que tu fais bien, quoi. Je connais très bien la cave de Jean-Marc. Je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il aime. Et c'est vraiment c'est là où le métier de vigneron est très beau, je trouve, prend sens. En fait, il faut avoir un avis sur les choses. Et toi comme moi, on a un avis, on sait ce qu'on aime, effectivement, et ça n'empêche absolument pas d'échanger comme on a échangé tout le temps. Et ce n'est pas toujours facile dans le monde de la viticulture d'échanger franchement, parce qu'on a tous des soucis, des angoisses ou des choses qui vont mieux, mais de les partager comme ça, c'était très agréable. Mais effectivement, à partir du moment, tu as raison, quand tu dis que tu es resté domaine Lafon et nous, rouleau, et ça n'a pas empêché beaucoup d'échanges techniques autour de toutes les questions qu'on se pose. Bon, un grand merci à tout le monde. On va essayer de former des sommeliers et des cavistes qui ne multiplient pas trop les prix, comme ça sera bien. Bon. Merci à vous deux et puis merci à Justine. Et puis nous, on va finir tranquillement notre bouteille de Montely. Ok. Terminez bien. Qui goûte bien, qui est très sensuel, très, très épanoui. Donc, super. Merci à vous. Merci à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.